Ça y est, on va y arriver. Bonjour à tous. On vous laisse tranquillement le temps de vous connecter. Désolé, on a eu quelques petits soucis techniques. L'événement qui était programmé, ce n'était pas lancé malheureusement. Maintenant, c'est bon, on est bien en direct du coup sur LinkedIn. On va juste s'assurer que tout le monde puisse bien retrouver le lien. Tac. Parfait, j'ai mis le lien du coup dans l'événement. Il est aussi sur la page Monsieur Lucien. Je vois les premières personnes qui se sont connectées. Ok, bonjour à tous. Désolé pour ce petit contretemps technique. Effectivement, on a eu quelques petits problèmes avec l'outil qu'on utilisait. A priori, ça a l'air d'être réglé. Je vois que vous vous connectez au fur et à mesure. Merci d'être là pour ce nouveau café de Monsieur Lucien. Aujourd'hui, on va pouvoir parler bonne pratique SEO, donc référencement naturel, avec Damien Gendrin, qui est le fondateur de l'agence La Boîte à Donuts. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on travaille très régulièrement avec La Boîte à Donuts, notamment pour avoir leur expertise sur la partie référencement et sur la partie développement spécifique, pardon, parce qu'ils ont vraiment une équipe de développeurs sur des sites internet un peu plus techniques. Bonjour à tous, bonjour Audrey, Sylvie, Véronique, bonjour Gersande, Amandine, Julien, David. Bon, je vais pas citer tout le monde. On avait jusqu'à 350 inscrits pour cet événement, donc c'est top. Et on va pouvoir rentrer tranquillement dans le vif du sujet. Avant de commencer, je vais en profiter pour me présenter rapidement. Je m'appelle Julien Tourme et je suis le fondateur de l'agence Monsieur Lucien qui a soufflé sa 7e bougie. Monsieur Lucien, on est une petite équipe et en gros, on accompagne les TPE et les PME dans leur communication digitale à travers 3 axes principaux. Un axe vraiment opérationnel, c'est-à-dire qu'on fait des sites web, on gère des réseaux sociaux, on fait des campagnes de pub sur les réseaux sociaux, on rédige du contenu. Un axe conseil et accompagnement, on définit une stratégie pour nos clients et on les aide à analyser les retombées. Et puis un axe formation, puisque nous sommes organisme de formation certifié Datadoc. Notre volonté vraiment chez Monsieur Lucien, c'est de vulgariser le discours digital et aussi de faire comprendre à nos clients qu'il faut mesurer les actions, qu'ils aient 1 000 € de budget ou 150 000 € de budget. Tout ce qui va être investi en digital doit effectivement avoir des retombées et le digital n'est pas une science exacte, donc il faut souvent tester certaines choses avant de trouver la formule magique. Depuis 2014, on a accompagné plus de 500 clients sur différents secteurs, de la start-up dans le tourisme, du grand groupe industriel, de l'agence immobilière, de la restauration. Notre volonté, voilà, c'est vraiment de rester sur des secteurs d'activité qui sont diversifiés parce qu'on se rend compte qu'on peut tester certaines choses dans différents secteurs et lorsqu'on trouve une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle astuce, on peut l'appliquer par la suite à d'autres secteurs d'activité et avoir des résultats qui peuvent aussi être positifs. Je vais laisser la parole à Damien, qui va lui aussi se présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Okay, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis le fondateur de la Boîte à Donuts. Comme le disait Julien, on est partenaire depuis quelques années maintenant sur plusieurs sujets. On est aussi une petite équipe. L'agence a aussi 7 ans. Elle a été créée fin 2013, début 2014. Donc on a bientôt 8 ans même. Voilà, le temps passe vite. J'ai un associé, donc Alexandre, qui s'occupe du pôle développement. On a 2 antennes, une à Nantes où on s'occupe de toute la partie web marketing et une antenne au Mans où on s'occupe de toute la partie développement. Puis après, vous avez le reste de l'équipe avec une partie social media gérée par Victoria, une partie référencement avec notre consultant SEO et SIA TubeDual, et puis toute la partie développement qui est gérée notamment par Axel, notre lead développeur. Voilà. On va pouvoir rentrer du coup dans le vif du sujet, parler SEO, les bonnes pratiques pour générer plus de trafic sur votre site internet. N'hésitez pas à poser votre question directement en commentaire. On voit vos questions s'afficher, on les traitera sûrement à la fin. Il y a certaines personnes qui nous ont déjà contactés, qui ont déjà posé des questions en amont, donc elles sont listées. On pourrait y revenir là aussi à la fin. Il y aura un replay de disponible. Bien sûr,
sur LinkedIn. Et si on n'a pas de soucis techniques, on pourra convertir la vidéo et la mettre aussi sur YouTube. Damien, je te laisse la main avec... Alors, quelques chiffres pour commencer. Commencer à parler du SEO sous cet angle-là. L'idée, c'était surtout d'introduire un petit peu, d'avoir une vision un petit peu aujourd'hui de ce que donne le référencement naturel. Alors, juste pour information, SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Je préfère le répéter, on ne sait jamais. Voilà. Donc, sur ce SEO, et le référencement correspond aux recherches que l'on peut faire, notamment sur les résultats de recherche, et aux résultats naturels. Et donc, sur ces recherches Google, aujourd'hui, on a plus de 5,5 milliards de recherches qui sont effectuées par jour. Alors, j'ai plus le cumul sur 365, mais ça fait quelques trilliards de recherches par an qui sont effectuées. Donc, c'est énorme. À peu près 90% de nos recherches autour de produits commencent par Google, aujourd'hui en France. Donc, c'est vraiment le point d'entrée principal de toute question et toute demande qu'on peut avoir aujourd'hui. Autre petite donnée intéressante à savoir, 31% à peu près, j'ai arrondi les chiffres évidemment, 31% des clics effectués aujourd'hui sur les résultats de recherche sont concentrés sur le premier résultat de recherche. Et on estime qu'on est à autour des 65% de clics sur les 3 premiers résultats de recherche au global. Donc, la question, effectivement, c'est de se dire, mon référencement aujourd'hui, est-ce qu'il me permet d'être affiché sur des bonnes positions sur les moteurs de recherche, ou est-ce que je suis encore en 3e, 4e page? Il y a même une petite blague dans le milieu, alors il ne faut peut-être pas rire tout le monde, mais nous, elle nous fait bien rire, c'est si vous voulez planquer un cadavre, vous le mettez en 3e page de Google, parce que personne n'y va. Voilà. Effectivement, le pourcentage de clics sur la 3e page de Google est infime. On a de l'humour en SEO. On a de l'humour, on a de l'humour en SEO, c'est un peu notre caractéristique. Voilà, donc 80% des clics au global sur la première page de recherche. Donc vous voyez bien avec ça déjà qu'effectivement, dès qu'on sort de la première page, il ne se passera plus grand-chose. Vous aurez quelques miettes en termes de trafic. Pour ceux qui se posent un peu les questions sur l'algorithme de Google, qui change tous les ans, etc., il ne change pas une fois par an. Il y a à peu près 500 mises à jour par an de l'algorithme de Google, donc c'est pas rien. Ils ont une armée d'ingénieurs et de développeurs qui travaillent dessus au quotidien. Effectivement, parfois, il y a des mises à jour majeures, mais voilà, l'algorithme est mis à jour constamment. Pour autant, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des critères, on va dire, un petit peu plus standards qui, eux, ne bougent pas tellement. Les critères sont toujours là. Par contre, effectivement, il peut y avoir des petites mises à jour au sein de ces critères-là. Pour autant, effectivement, faire une veille sur les 500 mises à jour par an, c'est impossible. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand même de rester un peu en veille sur les mises à jour principales qu'il peut y avoir au niveau de l'algorithme. Dernier grand chiffre, au niveau de la France cette fois-ci, ça c'est plus un petit chiffre original et anecdote, c'est qu'aujourd'hui 20% des requêtes qui sont effectuées en France l'ont été pour la première fois. Ce sont 20% de nouvelles requêtes. Voilà. Donc des gens qui vont taper des phrases qui n'avaient jamais été tapées auparavant. Voilà. Alors, pour aussi introduire 2-3 petites actus SEO, la première grosse actu, et ça, c'est vraiment tout nouveau aussi des cartons, c'est en cours de test aux États-Unis, c'est pas près d'arriver chez nous. Donc ne vous précipitez pas pour essayer de trouver auprès de votre partenaire en référencement les moyens de mettre ça en place. Mais Google est en train d'introduire en fait sur les résultats de recherche des photos et des vidéos. L'objectif, c'est de se rapprocher un petit peu plus d'un fil d'actualité type réseaux sociaux et de créer un peu plus d'envie, d'attractivité en fait directement dans ces résultats de recherche. Donc c'est très intéressant, je pense, pour toutes les entreprises. Le petit risque que j'y vois, moi, à l'inverse, en tout cas, si on est mal positionné, c'est de concentrer encore plus qu'aujourd'hui les clics sur les premiers résultats de recherche. Voilà. En tout cas, c'est vraiment la grosse actualité pour 2022, voire 2023 qui devrait arriver. La deuxième actu, si je vais dans le mauvais sens, ça ne va pas aller. La deuxième actu, qui est plutôt une actu 2021, mais qui est en cours de développement encore, s'appelle le Shopping Graph. C'est un outil qu'a mis en place Google à destination des e-commerçants et qui permet de mieux catégoriser tous les produits qui sont disponibles sur vos sites web. Voilà.
et donc de récupérer tout un tas de data, comme vous le voyez ici, les prix, des contenus vidéo, des reviews, donc des avis clients, et tout ça pour afficher en fait ces résultats-là dans les résultats de recherche de Google. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment en développement, et d'ailleurs Google a passé un partenariat avec Shopify assez récemment, élargissant aussi le catalogue produit en fait, que Google pouvait proposer de manière très très importante. Voilà. Donc si vous êtes plutôt dans la vente de produits, voilà, c'est une actu assez importante pour vous. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, hein, on ne va pas s'attarder non plus sur les chiffres et les dernières actus SEO, on va aller dans le cœur de ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, au niveau des bonnes pratiques SEO. Alors, pour commencer, je vais rappeler, je le rappelle souvent, mais les 2 éléments de base en fait en référencement, des optimisations techniques, optimisation éditoriale. Je voulais malgré tout faire un petit focus aujourd'hui sur un élément important, c'est la partie mobile. Et quand je dis mobile, il y a aussi le temps de chargement qui va avec. Et le deuxième focus que je voulais faire, il est encadré en rouge, c'est la partie plan de redirection. Ça me paraît être très important pour vous de bien prendre en compte ces données-là. Je vais commencer par le plan de redirection qui est stratégique et parfois oublié, voire souvent oublié, et c'est un oubli, je pense, assez grave quand vous êtes dans un projet de refonte. L'objectif de ce plan de redirection, c'est de faire en sorte que vous conserviez l'acquis de vos positions sur les moteurs de recherche et de conserver une partie de votre référencement naturel, en fait, hein, si je veux le résumer comme ça. Dans tous les cas, si vous changez de site web, vous basculez sur votre nouveau site web, il y aura une déperdition de trafic. On estime de l'ordre de 70% de référencement qui est conservé et une perte de 30%, mais qui est rattrapée dans les semaines et les mois qui viennent par le travail de référencement qui a été fait et par le fait qu'aussi votre nouveau site sera certainement beaucoup plus propre techniquement parlant, et donc Google le verra d'un meilleur œil que l'ancien, donc petit à petit, vous allez rattraper votre positionnement. Mais si vous faites place au plan de redirection, ben, vous repartez à zéro en fait. Hein, donc toutes les belles positions que vous avez acquises, peut-être le travail en référencement que vous avez dépensé parce que vous avez payé une agence pour faire ça ou un indépendant, et ben, c'est de l'argent perdu parce que vous repartez à zéro. Donc attention, ça c'est vraiment un petit point essentiel. Si vous êtes dans un projet de refonte, mentionnez bien votre volonté d'avoir ce plan de redirection. Parce que toutes les agences ne proposent pas, je bafouille, de référencement, et donc parfois n'ont pas ce conseil-là, en fait, référencement de base. Le deuxième point, c'est le temps de chargement et la compatibilité mobile. Alors, je vous ai mis 2 petits éléments très simples. Peut-être que le premier, vous le connaissez déjà, ça s'appelle PageSpeed Insight. C'est un outil de base aujourd'hui quand on est dans une optimisation de son site web ou dans un projet de refonte ou d'optimisation de son site. C'est un outil qui vous donne une note sur 100 de l'optimisation du site pour les moteurs de recherche. Alors, je ne vous cache pas qu'avoir 100, c'est impossible, à moins d'avoir un site en HTML avec uniquement du texte. Très clairement, ce n'est pas possible. Pour autant, effectivement, l'objectif, c'est de se rapprocher au maximum du petit point vert qui est à 90%. Ouais. Petit point de vue de mon côté là-dessus sur le PageSpeed Insight, c'est des données, ce qu'on appelle de laboratoire, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un robot qui passe, qui analyse vos données, et comme le dit Damien, vous ne pourrez pas arriver à 90, à 100, à moins que ça soit effectivement que du HTML très optimisé. Ce qu'il faut aussi avoir, c'est l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que là, le robot, entre guillemets, analyse comment on va charger votre site web jusqu'à la dernière ligne de code. Pour autant, vous pouvez avoir un score, je dis n'importe quoi, de 60, de 70, des scores qui ne vous paraissent pas optimum, mais l'expérience utilisateur est très bonne. C'est-à-dire que oui, la dernière ligne de code qui va charger met du temps à arriver, mais en fait, elle n'est pas du tout visible et elle ne gêne pas l'expérience utilisateur. Donc, il faut aussi prendre ces indicateurs avec des pincettes par rapport aux résultats que vous allez obtenir. Clairement, oui, clairement. Et puis effectivement, souvent les chiffres sont dans tous les cas plus mauvais sur mobile que sur ordinateur, puisque les contraintes sont mobiles avec nos tailles d'écran, avec nos réseaux mobiles qui sont moins performants et moins stables qu'une connexion filaire ou Wi-Fi classique. Donc généralement, effectivement, on a des scores un peu moins bons sur mobile. Mais voilà, effectivement, il y a 2-3 actions que vous pouvez opérer. L'outil vous propose d'ailleurs des optimisations à réaliser. Alors ça peut être du chinois pour beaucoup. Très clairement, l'idée, c'est plutôt de transmettre ça à un développeur qui va justement faire des optimisations et vous dire ça c'est possible, ça c'est pas possible.
Typiquement, si vous êtes sur WordPress, vous n'aurez jamais un score de 100, parce que WordPress, dans sa construction, est un peu lourd. Voilà. Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais c'est le cas de tous les CMS. Ouais. Tous les CMS aujourd'hui ont une construction qui est de fait lourde, parce que vous avez des plugins, parce que vous avez des choses qui ne sont pas optimisées à 100% au niveau du code pour les moteurs de recherche. Donc voilà, apprendre avec des pincettes, effectivement. Ils vous donnent des axes d'amélioration, donc ils vont vous dire certaines choses, le poids des images, donc ça c'est des choses qui se font très facilement. Et après, il y a certaines choses où vous ne pourrez pas toucher dedans, parce qu'effectivement, c'est l'infrastructure du CMS qui fait que malheureusement, on ne peut pas optimiser plus. Sinon, il faut un site from scratch complètement développé, ce qui est très bien, ce qui a après des impacts où forcément, vous ne pouvez pas forcément le gérer. Et bien sûr, ça sous-entend aussi une maintenance un peu plus importante. Tout à fait. Et l'autre site est un site également proposé par Google. D'ailleurs, j'ai mis le lien sur l'image dans la présentation. Donc, quand elle sera transmise, vous pourrez cliquer dessus. C'est un site qui vous permet de tester la compatibilité mobile de votre site. Alors, aujourd'hui, ça a un peu moins de sens qu'il y a quelques années, puisque normalement, tous les sites aujourd'hui sont développés même principalement pour mobile, et ensuite avec une déclinaison ordinateur. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet de tester ça, et ces deux éléments sont très importants, non pas directement pour le référencement naturel, mais indirectement parce qu'ils contribuent à une meilleure expérience utilisateur, et donc Google apprécie que vous travaillez cette expérience utilisateur, et donc voilà, il ne va pas vous poser de problème dans ce sens-là. Alors, le gros de ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est ça. C'est cette partie, ce qu'on appelle nous le socle contenu ou les optimisations éditoriales. Le principe de ces optimisations éditoriales, c'est de principalement déjà identifier quels sont les mots-clés ou les expressions-clés qui sont stratégiques pour votre activité. Bien souvent, quand on travaille sur référencement naturel, on y va avec des a priori, en se disant, voilà, mes mots-clés, c'est ça. Voilà. Et puis on va avancer, on va travailler son référencement, on va travailler ses pages. Vous connaissez peut-être les balises de référencement à travailler, donc ça c'est très bien, sauf que vous n'avez pas du tout mis en face des données concrètes sur les volumes de recherche qui sont effectués chaque mois par votre cible sur ces mots-clés-là. Et si vous faites ça au doigt mouillé, le problème c'est que vous allez peut-être vous référencer sur des mots-clés qui n'ont que très peu de volume de recherche ou qui ne sont pas vraiment dans le cœur de ce que vos cibles vont rechercher. Donc pour ça, en fait, il faut mettre en place ce que l'on appelle nous une étude sémantique. On peut appeler ça, on peut déjà jargonner ça en recherche de mots-clés, voilà, ou recherche d'expressions-clés, tout simplement. L'idée, c'est d'identifier, encore une fois, des data, voilà, vraiment des données chiffrées de volume de recherche. On va voir juste après comment ça se passe. À partir de ces mots-clés-là, on va les décliner en plusieurs choses. Première chose, on va retravailler les contenus de son site. Et ça, c'est vraiment l'opération qui sera de votre côté la plus chronophage. Parce que cette partie rédaction, bien souvent, il y a peut-être, entre guillemets, que vous qui pouvez la faire, si vous êtes sur des sujets un peu techniques ou un peu particuliers qu'une agence ou qu'un rédacteur ne pourra pas forcément s'approprier facilement. Donc, il y a bien souvent une partie rédaction chez vous qui est très importante. Et donc, dans ces cas-là, l'idée, c'est de se dire, voilà, mon mot-clé, c'est celui-ci, il faut que je l'intègre dans mon contenu. Il faut que j'intègre dans mon contenu dans les paragraphes de texte, et il faut aussi que je l'intègre dans les titres, les sous-titres, et également dans des balises que l'on va voir juste après. Donc ça, c'est vraiment un gros travail à effectuer. Il y a aussi la question de quel volume de texte je dois rédiger. Alors ça, c'est un peu la question à 1000 francs. Enfin, 1000 euros, pardon. J'ai pas rebondi. Ça fait un peu vieux de dire ça. Mais on estime, alors je vais vous dire vraiment, là c'est une généralité, qu'aujourd'hui une page doit faire minimum 600 mots. Mais là c'est vraiment, je vous donne une estimation au doigt mouillé. Nous aujourd'hui, comment on estime ces montants-là de mots-clés, de mots à travailler sur vos pages? C'est tout simplement en observant vos concurrents. On va prendre votre mot-clé, on va regarder les 10 sites internet qui sont en première position sur Google autour de ce mot-clé-là, et on va récupérer les contenus des pages en question, et on va voir en moyenne combien ils ont de mots sur leur page. On fait une moyenne de tout ça, ça nous donne, je ne sais pas, 600, 800, 1000 mots, et derrière, on va conseiller à notre client, et puis vous, de votre côté, vous pouvez faire la même démarche, et vous saurez que si en moyenne, les 10 premiers ont 800 mots, peut-être que de votre côté, il faudrait en rédiger un peu plus, donc 850, 900 mots, 1000 mots. D'accord ? Les robots de Google restent des robots. Ils analysent un mot-clé et ils repèrent si ce mot-clé-là est placé aux bons endroits et s'il y a un volume de texte suffisant autour de ces mots-clés-là.
Et donc, si vous n'avez pas beaucoup de texte, ça ne marchera jamais. Donc, si votre site est un one page, si votre page contient 100 mots, ça ne marchera jamais. Hein. Voilà, je préfère le préciser. Alors, jamais. Encore une fois, on va mettre des petites pincettes, mais en tout cas, il faut vraiment avoir à l'esprit que la volumétrie compte en même temps que la qualité des mots-clés que vous avez choisis. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie du travail. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle les balises SEO, donc les balises de référencement. Il y en a plein. Pour autant, Google va vraiment accorder une importance particulière à trois d'entre elles. Les balises, donc ce qu'on appelle les meta-titles et les meta-descriptions. Si je vais un petit peu plus loin dans la présentation, on va y revenir après, voilà. Je vous ai mis un petit meta-title, meta-description, c'est ce que vous voyez, donc c'est le titre bleu, hein, tout simplement sur Google, et la description qui est en grise juste en dessous. C'est généralement ce que vous remplissez sur WordPress, si vous avez un WordPress, avec le plugin Yoast, Y-O-A-S-T, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un plugin qui vous permet de remplir et de compléter justement ces balises-là. En aucun cas, c'est un outil qui s'occupe du référencement à votre place, mais il vous facilite l'accès à ces balises-là. Sinon, il faudrait de votre côté rentrer dans le code du site et à la main rentrer ces balises-là. Voilà. Donc ça vous facilite un petit peu la tâche, principalement. La troisième balise importante en référencement, c'est ce qu'on appelle la balise H1. Alors le H, ça veut dire heading en anglais, donc titre en français. Donc c'est la balise de titre de niveau 1 sur votre site. Donc cette balise de titre de niveau 1, elle est aussi essentielle. Voilà. Donc ces trois balises-là doivent contenir votre mot-clé. Hein, donc on rappelle un petit peu le truc. Vous avez identifié votre mot-clé, et je vais vous montrer comment. Et vous dites, bah, tiens, c'est celui-ci qui m'intéresse parce que il y a beaucoup de volume de recherche sur ma zone de chalandise. Eh bien, ce mot-clé-là, il faudra l'implanter sur ces trois balises-là. Meta-title, meta-description et balise H1. Les autres balises que vous pouvez avoir, les H2, vous pouvez mettre du texte en strong sur votre texte, etc. C'est certes intéressant, mais ça reste secondaire par rapport à ces trois éléments. La quatrième action à effectuer sur votre site, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. C'est de faire en sorte que toutes les pages de votre site communiquent bien entre elles. Effectivement, dans l'étude sémantique que vous allez faire, et à la limite, je vais basculer sur la page d'après pour vous expliquer ça. J'ai pris l'exemple d'un client à nous qui fait de la vaisselle comestible, hein, comme vous pouvez le voir. Vaisselle, assiette, bol, paille, etc. comestibles. Dans l'ensemble en fait, de leurs produits, eh bien, il va y avoir des catégories de produits. Et j'imagine que vous, c'est pareil, vous allez avoir des catégories de services, des catégories de produits. Vous allez peut-être avoir des références, vous allez avoir des retours d'expérience client. Eh bien, il faut que ces différentes sections du site puissent communiquer entre elles et qu'il y ait des liens qui soient faits. Et quand je dis un lien, c'est que sur votre page de contenu qui va parler par exemple de paille comestible, eh bien, en bas, il faudrait qu'on ait un petit panneau avec nos produits connexes et qu'on puisse renvoyer vers d'autres pages du site qui vont parler d'autres produits. Voilà. C'est ça le maillage interne. Hein, c'est de faire en sorte que les différentes pages de votre site communiquent entre elles. Alors, là, j'ai atterri sur une page où je vous montre un petit exemple d'étude sémantique. Alors, en mode simplifié, hein, une étude sémantique peut faire 100, 200, 500 mots-clés dedans. Il n'y a pas de limite particulière. Ça dépend de votre activité, ça dépend de la taille de votre site et du volume de mots que vous pouvez drainer sur votre site. Mais l'idée est celui-ci. On va lister dans la colonne numéro 2, vous voyez, la colonne mots-clés, on va lister tous les mots-clés qui correspondent à votre activité. Une fois qu'on a fait cette liste-là, on va faire des recherches et on va rechercher les volumes de recherche qui sont effectués chaque mois. Et donc ça, c'est la troisième colonne où vous voyez les volumes de recherche. Et c'est cette colonne-là, en fait, qui est importante pour vraiment décider de quel mot-clé vous allez choisir. Par exemple, si je prends paille comestible au singulier ou au pluriel, on n'aurait pas les mêmes volumes. Vaisselle comestible au singulier ou au pluriel, on n'aurait pas les mêmes volumes. Voilà. Donc c'est un outil après de décision qui vous permet de dire, ben voilà, moi aujourd'hui, si je dois faire un choix, je vais peut-être plutôt travailler sur paille comestible parce que y a 8 fois plus de recherche que vaisselle comestible. Et puis peut-être que demain, dans 6 mois, 1 an, quand le budget me le permettra ou le temps me le permettra,
je travaillerai d'autres mots-clés un petit peu plus secondaires. Mais vous voyez très bien que là, quand on a des mots-clés comme coupelle comestible à 40 recherches par mois ou paille comestible à 880, si vous avez un choix à faire, le choix est très vite fait, hein. Même si coupelle est un produit important pour vous, là où il y a du potentiel d'acquisition, c'est plutôt sur le mot paille. Voilà. Et puis dans le reste de notre étude sémantique, on a aussi affiché, ça c'est notre outil qui nous le permet, qui s'appelle SEMrush, qui est l'outil un peu leader du marché, qui n'est pas donné, mais en tant qu'agence, qui est intéressant. Si vous avez vraiment un gros volume et un vrai enjeu stratégique au niveau du référencement, si je dois vous conseiller un outil de référencement à essayer, c'est SEMrush. Voilà. Et donc cet outil nous permet même de faire un suivi des positions de nos clients. Et donc là, on voit effectivement notre client Switchit, ses positions sur ces différents mots-clés-là, et les positions de ses concurrents également sur les mêmes mots-clés. Voilà. Donc c'est vraiment un outil, cette étude sémantique, qui est très important pour derrière orienter la stratégie de votre site internet. Alors comment on fait ça, ce petit tableau-là? Eh bien on le fait avec un outil qui est gratuit cette fois-ci, qui est un outil qui s'appelle Google Ads, que vous devez peut-être connaître. Et Google Ads met à disposition un outil spécifique qui s'appelle l'outil de planification des mots-clés. Vous allez sur Google, vous tapez outil de planification des mots-clés, le premier lien qui va ressortir sera celui-ci. Alors pour y accéder, évidemment, il y a une petite contrainte, il faut vous créer un compte Google Ads. Aujourd'hui, deuxième contrainte, pour créer un compte Google Ads, il faut mettre une carte bleue. Troisième petite contrainte en cascade, pour que votre compte soit vraiment validé, il faut lancer une première campagne. Donc mon conseil, à la limite, c'est que vous allez sur Google Ads, vous mettez votre carte bleue, vous créez votre première campagne, vous mettez un budget d'€1. Dès que vous avez terminé le processus, parce que Google vous emmène dans un processus de création de campagne sur lequel vous ne pouvez pas y couper, vous ne pouvez pas en sortir. Une fois que la campagne est créée, vous la mettez en pause. Normalement, vous aurez 0 € de dépenses effectuées dessus. Dans tous les cas, on aura mis 1 € par sécurité pour éviter tout problème. Et puis une fois que c'est fait, vous avez mis votre campagne en pause, vous allez dans les options de Google Ads et vous retrouvez votre outil de planification des mots-clés. Et là, vous avez deux outils. Un outil pour trouver des mots-clés et un outil pour obtenir des prévisions de volume de recherche. Alors, les deux outils sont très intéressants. Imaginez que vous avez déjà une liste de mots-clés. Vous avez fait un brainstorming en équipe, vous avez fait votre liste, vous savez que vous, votre activité tourne autour de ces mots-clés-là. Et bien, vous allez sur l'outil « Obtenir les volumes de recherche », vous mettez votre liste de mots-clés ligne par ligne dessus, et lui va vous dire, comme vous l'avez vu sur mon petit tableau précédemment, il va vous ressortir les volumes de recherche mensuels pour chacun de ces mots-clés-là. Ça, c'est la première option. Pour la deuxième option, vous avez l'option donc trouver des nouveaux mots-clés. Vous mettez quand même votre première liste de mots-clés parce que vous avez quand même une petite idée de ce que vous voulez voir. Et là, Google va vous ressortir des mots-clés qu'il estime être connexes, c'est-à-dire des mots-clés proches de vos mots-clés et qui obtiennent aussi des bons volumes de recherche. Donc c'est lui avec son algorithme qui va identifier ces mots-clés-là. Même plus simplement, vous pouvez tout à fait récupérer l'URL de votre site, vous collez l'URL de votre site dans l'outil, et lui va aspirer justement tous les mots-clés qu'il peut retrouver sur votre site, et il va vous donner des idées, des pistes de nouveaux mots-clés autour de ça. Voilà, donc les deux outils sont vraiment très intéressants et très complémentaires. Voilà. Donc dans tous les cas aussi, quand vous cliquez sur « Trouver de nouveaux mots-clés », il vous affiche des volumes de recherche, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cœur de votre stratégie de positionnement. Il faut vraiment passer par là. Si aujourd'hui, vous voulez travailler votre référencement et que vous ne faites pas ça, pour moi, vous ne travaillez pas votre référencement naturel. Vous allez au pif, en fait. Et voilà, c'est comme si je vous dis, moi, je vais aller à Paris. Et puis, je me dirige en fonction des étoiles, sauf que j'y connais rien, en fait, à la navigation par les étoiles. Donc, je vais aller un peu à droite, à gauche. Je vais me perdre et je vais surtout perdre du temps et de l'argent, en fait, à faire des choses qui sont un peu inefficaces. Donc, voilà, ayez bien ça en tête. Ce petit outil de planification des mots-clés, c'est vraiment, pour moi, le petit élément qui permet de vous aider. Alors là, je vous donne des clés pour vous passer de nous, hein, en fait. Mais je préfère qu'à la limite, vous passiez de nous et que vous fassiez les choses correctement, ou en tout cas que vous essayiez de faire les choses correctement, plutôt que de partir un petit peu à droite à gauche sans avoir de ligne directrice. Alors, dans tous les cas, s'il y a des questions sur ces sujets-là, on y répondra à la fin, on prendra un petit peu de temps.
Ouais, je vois qu'il y a quelques questions sur le chat, donc on Ouais, prendra ouais. le temps d'y répondre. J'imagine, c'est un peu le cœur d'une stratégie de référencement, donc il doit y avoir peut-être des questions là-dessus. Alors, effectivement, on en a un peu parlé sur la première slide en mode mind mapping que je vous présentais, mais les actions qui vont découler en fait de cette étude sémantique, elles sont entre guillemets assez simples et peut-être assez connues en fait de tout le monde. La première des actions, c'est, comme j'en parlais tout à l'heure, de travailler les contenus de vos pages. Ça veut dire deux choses, ça veut dire soit peut-être créer des nouvelles pages, soit utiliser des pages existantes de votre site. Parce que la stratégie qu'on conseille aujourd'hui sur Google, si vous voulez vraiment être bien positionné sur un mot-clé, eh bien, c'est de créer une page dédiée à ce mot-clé-là. Alors, quand je dis mot-clé, c'est comme je mets en dessous, ou expression clé, hein. Un mot-clé, c'est pas juste un mot, ça peut être 3, 4, 5 mots côte à côte. Et donc, effectivement, si vous avez une page qui correspond plus ou moins à ce mot-clé-là, bah, vous allez la réadapter, vous allez un peu modifier son contenu, modifier les titres, etc., pour que ça s'adapte. Notamment, je pense à la page d'accueil de votre site, peut-être que vous allez pouvoir un peu changer sa stratégie de positionnement avec un nouveau mot-clé. Et puis, parfois, sur certaines thématiques, bah, vous n'avez pas de page qui existe. Et vous n'avez pas de contenu existant. Donc, ça voudra dire créer des nouvelles pages. Et donc, modifier un peu votre arborescence. Et donc, travailler votre maillage interne que j'expliquais aussi tout à l'heure. Donc, vraiment, ayez bien conscience de ça. C'est que là, vous mettez le doigt dans un engrenage qui va vous prendre du temps et qui va vous mobiliser dans la création de contenu. Donc les balises, j'en parlais voilà, pour mon exemple de tout à l'heure. C'est la deuxième action qui découle de ça, c'est qu'une fois que vous avez rédigé vos contenus, il va falloir rédiger vos balises. Par rapport à ces balises-là, l'idée aussi de ce petit atelier ensemble, c'était d'aller un peu plus loin que juste de la découverte SEO basique. Et donc je me suis permis de vous mettre 2-3 choses supplémentaires et notamment de vous présenter un outil qui s'appelle... Son nom est compliqué déjà, mais je vous rassure, le reste, normalement, entre guillemets, il est un petit peu moins si je vous donne tout de suite les clés où il faut aller. L'outil s'appelle Screaming Frog SEO Spider. Voilà, avec l'accent anglais qui va bien. C'est un outil en fait qui va analyser les balises de votre site et qui va analyser le référencement de votre site. Vous mettez l'URL d'un site internet, n'importe lequel, hein, ça peut être le vôtre ou celui d'un concurrent. Par exemple, là, j'ai mis celui de Monsieur Lucien. Sympa. Voilà. Et sur le petit graphique que vous voyez donc sur la partie de gauche, on a donc les différentes URL du site de Monsieur Lucien. Et ensuite, sur les autres colonnes, eh bien, on a différentes informations utiles. Première info, les titles. Donc, vous savez, les balises meta-titles qui sont essentielles au référencement de vos pages. Donc là, on a la liste de toutes les titles. On va continuer à scroller vers la droite. On a un petit ascenseur latéral en bas qui nous permet d'aller voir les différentes options. On va pouvoir voir la métadescription, la H1, les H2, etc., etc. Et donc, ça vous permet de voir les textes que vous avez mis sur ces différentes balises-là, de voir leur longueur aussi, puisqu'il y a certaines contraintes de longueur aussi de balises à respecter pour certaines balises. Voilà, ça vous permet d'auditer tout ça. Et généralement, c'est pas mal de faire ça avant la refonte de votre référencement naturel, parce que ça vous permet de voir un petit peu ce qui existe aujourd'hui en termes de balises pour pouvoir les rédiger demain. Typiquement, un petit conseil que je peux vous donner, Google n'aime pas le copier-coller, il n'aime pas ce qu'on appelle le duplicate content. Ça vaut aussi pour les balises. Donc quand vous rédigez des balises meta-title, meta-description et H1, il ne faut surtout pas faire du copier-coller. Même s'il y a deux pages qui sont relativement proches, pensez à rédiger le texte de vos balises. C'est essentiel. Donc effectivement, pour un petit peu faire la conclusion de cette partie-là de l'atelier de ce matin, je viens d'en parler, je voulais justement terminer avec cette partie duplicate content. Google déteste le contenu dupliqué. On a encore eu un cas ce matin avec Julien d'un client qui nous demandait si je récupère des articles provenant de tel site qu'on paye, hein, parce que ce sont les articles qu'on paye nous, mais si je les copie-colle sur mon site aussi, est-ce que ça va? Non, ça ne va pas du tout. Vous risquez d'être déclassé en fait, par Google sur ces pages-là et même d'obtenir comment appeler ça, on va dire des petits pouces rouges, des pénalités. Merci Julien pour cette expression un peu plus adulte que petit pouce rouge. Des pénalités effectivement dans l'algorithme de Google. Et vous risquez un déclassement en fait et des pertes de position sur vos pages à cause de ça. Donc surtout pas de contenu dupliqué.
Si vous avez du contenu dupliqué, parce que vous avez 2 pages identiques, ou parce que vous êtes obligé de récupérer un contenu externe pour le mettre sur votre site, il y a une petite balise, qui est dédiée à ça, qui s'appelle la balise canonical et qui permet justement d'indiquer à Google que cette page-là, c'est la page source, cette page-là, c'est la page sur laquelle il y a du contenu dupliqué et donc tu ne la prends pas en compte dans ton algorithme. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, très important à faire, c'est vraiment un point de vigilance, essentiel. Un petit exemple de contenu dupliqué que vous pourriez avoir, si vous êtes je ne sais pas, sur un site de franchise, vous avez, pour la même personne, plusieurs établissements sur un site, sauf qu'il n'y a qu'une seule fiche pour la personne et on a, effectivement des textes qui vont être similaires parce que c'est la même entreprise, sauf qu'il y a juste la localisation, en fait, qui va changer. Ben, dans ces cas-là, effectivement, on va utiliser cette balise canonical pour dire à Google: «Bah, voilà, ouais, tu peux prendre en compte cette page-là, mais les 2 autres qui sont exactement les mêmes, tu les prends pas en compte». Donc voilà pour ce petit tour d'horizon sur la partie éditoriale du référencement naturel. Hem, Se pose la question ensuite de, bah, comment je suis un peu le résultat de tout ça, quoi, hein? C'est peut-être la question que vous pouvez vous poser aussi. J'ai travaillé mes contenus, j'ai travaillé mes balises, tout ça à partir d'études sémantiques que j'ai réalisées au tout début. Sauf que, bah, les mots-clés que j'ai sélectionnés, que j'ai travaillés, comment je fais pour les suivre? Alors il y a une méthode artisanale et il y a une méthode, un peu plus, professionnelle, on va dire. La méthode artisanale, bah, vous mettez en navigation privée sur votre navigateur, vous tapez les mots-clés que vous avez sélectionnés dans votre étude sémantique et puis, bah, tous les mois, vous rapatriez ça dans un tableau Excel et vous mettez la position de votre page, et sur votre tableau Excel. Alors ça, c'est bien, mais si vous avez plus de 10 mots-clés, comme je le mets là entre parenthèses, ça peut vite devenir un peu chronophage, et un petit peu chiant à faire. Donc dans ces cas-là, si vous avez plus de mots-clés à suivre, vous avez des outils dédiés, qui vous permettent de faire ça. Notamment, vous avez SEMrush, l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, ou alors vous avez un outil un peu moins coûteux qui s'appelle MyPoseo. Si je dis pas de bêtises, on doit être aux alentours des 15 € par mois, et il vous permet de suivre, j'ai plus les chiffres en tête, mais quelque chose comme 50 ou 100 mots-clés. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Voilà. Et puis après, vous avez d'autres petits outils SEO qui sont à coller, donc ça peut être intéressant de passer là-dessus. Voilà. Mais si vous avez peu de mots-clés à suivre, voilà, faites-le à la main, ça va très bien. Si vous avez un e-commerce, non, passez par MyPoseo ou SEMrush. Alors, pour passer à la suite, je voulais un petit peu aussi, on va dire, pas sortir du SEO, mais en tout cas, aborder des notions. Ah, une petite coquille sur la présentation. Je voulais un peu aborder les choses sous un angle aussi un petit peu différent. C'était, il y avait un petit bug, c'est pas grave. Sortir un petit peu du SEO pour aller voir aussi quels sont les impacts, en fait, du référencement naturel et comment optimiser les choses. Et Julien en parlait un petit peu tout à l'heure sur la partie expérience utilisateur. Et cette expérience utilisateur, aujourd'hui, a un vrai impact aussi sur le référencement naturel. Il y a même un terme aujourd'hui, vous pouvez rechercher sur Google, qui s'appelle SXO. Hein, c'est donc un mélange entre référencement naturel et UX design, donc expérience utilisateur. Donc effectivement, cette expérience utilisateur a un impact aujourd'hui sur le référencement parce que Google va aussi mesurer le temps de rétention sur vos pages, le taux de rebond, le volume de conversion. Et tous ces éléments-là, en fait, indiquent à Google la qualité aussi de vos pages et la qualité de vos contenus. Et donc, si vous êtes des internautes, vous drainez un gros trafic, mais les internautes s'en vont très rapidement, ne restent pas très longtemps sur vos pages, bah, c'est très mauvais aussi à terme pour votre référencement. Alors, si les utilisateurs restent sur votre site, explorent le site, convertissent, font des actions, c'est positif. Donc, travailler l'UX de son site en même temps que son référencement naturel, c'est indispensable. Alors, quand je dis UX, ça ne veut pas forcément dire avoir un design léché, avec des animations dans tous les sens, etc. C'est vraiment déterminer un parcours utilisateur simple et ergonomique. C'est vraiment ça. La deuxième chose que je voulais voir avec vous en conséquence de cette partie référencement, c'est suivre aussi vos statistiques avec Google Analytics et mesurer aussi ce qu'on appelle, nous, des conversions, hein, c'est-à-dire des remplissages de formulaires, etc. Je vais y revenir. Alors, je vais prendre deux exemples UX
Le premier, c'est un tout petit site local, un petit e-commerce qui s'est monté à Nantes il n'y a pas très longtemps, du nom d'Amazon, que vous devez peut-être tous connaître. Alors, le petit logo d'Amazon, en fait, il y a des personnes qui se sont amusées à un peu analyser leur logo. Et en fait, leur logo reprend le parcours utilisateur un peu type qu'on retrouve sur leur site. C'est pour ça que j'ai collé la petite virgule qui correspond à leur logo sur ma slide et sur ma capture d'écran. Comment on fonctionne aujourd'hui? Dans nos pays occidentaux, on a tendance à lire de gauche à droite et de haut en bas. Et autre chose, ce qui va accrocher notre regard sur une page web, que ce soit sur un réseau social, sur une page web ou sur un e-commerce ou n'importe quoi, c'est le visuel. Donc si on prend en compte ces deux données-là, ils ont construit en fait l'ergonomie de leur page de produit avec ces deux éléments-là. En haut à gauche, parce que notre regard va tout de suite en haut à gauche, on a une photo de produit, une grosse photo de produit, qui prend 2/3 de la place. Non, presque la moitié, je veux dire à peu près la moitié. Ensuite, on a le descriptif produit, avec un gros titre noir en haut, et le descriptif en dessous. Et si on remonte un petit peu, eh bien, on a l'ajout au panier ou l'achat direct de l'article. Et donc, vous voyez qu'on a un petit peu ce parcours avec le petit sourire d'Amazon. Hein. C'est le sourire pour dire, bah, vous voyez, grâce à... Vous avez acheté chez nous, on est content. Donc, image, description, achat. Et si vous regardez aujourd'hui, tous les sites e-commerce ont cette méthode de construction de pages, de produits. Donc, cette expérience utilisateur est vraiment importante. Autre exemple ici avec un site qu'on est en cours de production. Enfin, celui-ci est en ligne et il y en a un autre en cours de production avec la Micaline. Alors, normalement, si on clique sur l'image, ça va défiler. Négatif. Négatif. C'est un nom négatif. Bref, le GIF n'a pas marché. Il ne s'est pas lancé. Ok, bon, c'est pas grave. Je vous laisserai, si vous le souhaitez, taper la Micaline franchise sur Google pour remonter sur le site en question. Ce que je voulais vous dire avec ce site-là, on pourrait même aller s'il faut peut-être sur Google, c'est que dans la construction de la page, on va retrouver vraiment des call to action régulièrement pour inciter l'internaute à aller explorer notre contenu. Et le contenu a été construit aussi dans un principe de ce qu'on appelle d'entonnoir d'engagement. C'est-à-dire qu'en haut, on va avoir des informations un petit peu plus générales. Alors, c'est le site franchise pour le coup. Et c'est celui-ci. Alors là, c'est la page franchise sur le site global. Et je pense qu'il doit y avoir un site. Ah bah voilà. On va les faire payer, sans pis. Annonce Google Ads. Tac, super. Ok. Alors, vas-y, je vais partager. Ouais. Hop. Voilà, vous devez voir à l'écran donc le site en question. Donc, évidemment, donc on a un gros header voilà, qui présente différentes choses. Et puis, dès qu'on descend, on a cet entonnoir. C'est-à-dire qu'on a des choses très généralistes au début, avec un peu une présentation par le directeur général de la franchise. Quelques chiffres qui viennent là pour faire de la réassurance autour de la Micaline. Vous venez avec nous, vous êtes en sécurité, on vous accompagne. Les 8 étapes pour devenir franchisé. Donc là, on n'est plus juste dans la découverte et dans la réassurance, on est dans « je veux en savoir plus pour être franchisé parce que je suis convaincu, je vais découvrir les 8 étapes ». On continue à descendre. Je suis convaincu, mais voilà, j'ai besoin aussi d'avoir des retours, d'avis clients, déjà de partenaires franchisés de la Micaline. J'ai des témoignages ici. Et puis ensuite, voilà, j'ai des petites informations un peu plus annexes en bas avec la vie du réseau, quelques éléments autour des valeurs, etc. Donc, vous voyez que la construction d'une page ne se fait pas de manière aléatoire. Il faut vraiment bien penser à cette structuration de votre contenu. Je sais pas, reportage à l'écran. Et donc, dernière partie, mesurer ce qui se passe. On a parlé de la partie suivi des positions, qui est un premier élément pour mesurer ce qui se passe en termes de référencement naturel et mesurer les performances de vos actions de référencement.
pour moi, la deuxième action, parce que quand même, faire du référencement naturel, c'est pas juste pour faire beau, c'est pas juste pour drainer du trafic. Je pense que vous avez tous ça en tête pour potentiellement générer des demandes de contact, peut-être des ventes de produits, des demandes de devis, des téléchargements de livres blancs. Enfin, on fait tout ça avec un objectif commercial quand même en tête derrière, ou en tout cas commercial, ou voilà, si pour un événement, que les gens s'inscrivent à votre événement. Enfin voilà, on a envie de les faire réaliser une action. Ces actions, nous, en web marketing, on appelle ça des conversions. Et donc l'objectif pour nous, c'est de mesurer ces conversions, parce que par défaut, Google Analytics ne vous permet pas de mesurer vos conversions. Il vous permet de dire, bah voilà, il y a eu tant de personnes qui sont venues sur ma page, mais combien ont cliqué sur le bouton achat, provenant de Facebook, provenant du référencement naturel, provenant de votre emailing, bah ça, vous n'avez pas cette donnée-là. Et pour avoir ces données-là, il faut passer par un outil qui s'appelle Google Tag Manager, qui est un outil de ce qu'on appelle de tagage. On va taguer, donc on va mettre des petits éléments qui vont nous permettre de traquer en fait les clics obtenus sur des boutons. Et donc quelques exemples, voilà, envoi de formulaire de contact, devis, bouton d'achat de produits, etc. Mise au panier, ça peut être aussi un bouton à suivre. Une fois que vous avez fait ce tagage-là avec Google Tag Manager, eh bien, les données remontent enfin sur Analytics et vous saurez précisément, vous pourrez avoir un tableau de bord des conversions par canal d'acquisition. Voilà. Et donc là, vous aurez, on va dire, un peu entre votre suivi des positions et la mesure des conversions que vous obtenez sur votre site, les deux indicateurs un peu importants qui vous permettent aussi de mesurer l'efficacité des actions que vous avez opérées en SEO, mais pas que au final, hein, parce que cette partie-là, on va dire, elle draine un peu toutes vos actions web marketing. Donc voilà pour ce petit atelier. 1 heure passe vite. Je vous ai mis un petit exemple là, oui. Ouais, sur effectivement, ouais, j'avais oublié que je vous ai mis ce petit exemple-là. Voilà ce que ça donne sur Analytics. Une fois que vous avez fait votre tagage et que les conversions remontent. Alors, j'ai caché le nom du client. Vous voyez tout en bas les objectifs réalisés, puisqu'on peut avoir 5-10 objectifs différents à taguer sur son site. En bas à droite, le nombre de clics sur le bouton commander, qui était l'objectif peut-être un peu prioritaire quand vous voulez traquer, donc 165. Et vous avez un petit graphique qui vous affiche jour par jour le nombre de conversions que vous avez obtenues. Et puis si vous descendez sur la page, la capture d'écran était limitée en taille, vous aurez aussi les sources de trafic et les sources justement de ces objectifs. Voilà. Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Google Ads? Est-ce que c'est référencement naturel? Etc. Top. Merci Damien. L'idée maintenant, c'est de pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Comme il y a certaines questions qu'on avait eues en amont, exactement, on va les traiter dans un premier temps. Je vais peut-être enlever ça. La première question qu'on avait eue, c'était celle-ci. Est-ce qu'il existe un lexique pour débutants afin de se familiariser avec le langage et les anglicismes liés spécifiques? Alors, il n'y a pas de lexique tout près. Pour autant, j'avais quelque chose, quand Julien m'a parlé de ça, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque un petit bouquin, il en existe plusieurs éditions, Culture Web, et là-dedans, vous avez, je peux me rapprocher de l'écran, voilà, si vous ne savez pas ce qu'est un retweet, par exemple, vous avez une petite page qui va vous expliquer ce qu'est un retweet, une review, etc. C'est un petit lexique, justement, un petit bouquin lexique. On revient au papier, on n'est pas que sur du digital. Je trouve qu'il est bien fait, c'est assez graphiquement c'est joli, c'est bien travaillé. N'hésitez pas, ça s'appelle La culture du web, enfin Culture Web, et c'est édité chez Fluent. Voilà, j'ai l'impression d'être dans une émission de télé à présenter le bouquin d'un auteur. Téléshopping. On avait une autre question aussi. Donc, quels étaient les indicateurs à suivre qui nous indiquent le bon ou moins bon référencement d'un site web? Alors, les indicateurs. Un indicateur, c'est le suivi des positions, déjà. Effectivement, ce suivi des positions est très important. C'est déjà peut-être le premier indicateur à suivre. Et puis, la deuxième chose que l'on peut peut-être aussi voir, c'est sur votre site directement, d'observer l'évolution du trafic sur les pages qui ont justement été travaillées en référencement naturel. L'évolution du trafic à la fois quantitativement et qualitativement, donc nombre de visites, taux de rebond, temps passé sur la page, par exemple.
On avait une question aussi sur le temps dont Google avait besoin pour référencer un nouveau site ou une nouvelle page. Je sais que tu vas nous faire une réponse de Normand. Ouais, en fait, il n'y a pas de bonne réponse Pas de là-dessus. bonne et de mauvaise Et réponse. c'est ça. J'ai envie de dire que si vous avez connecté la Google Search Console sur votre site et que vous lancez l'indexation, c'est très rapide. Pour autant, je pense que la question était plutôt tournée autour de combien de temps pour que ma page ressorte correctement dans les moteurs de recherche, c'est-à-dire ne soit pas en centième position, quoi. Et là, j'ai envie de dire que ça dépend. Ça dépend de l'espace concurrentiel dans lequel vous êtes. Ça dépend du travail que vous avez fait sur votre page. Ce n'est pas une science exacte, très clairement. Mais on estime généralement, on va dire que c'est encore une fois une petite généralité, qu'il faut plusieurs mois, environ 3 mois, pour qu'une page ressorte correctement dans les moteurs de recherche. Okay. Question sur les réseaux sociaux. Est-ce que le fait que je publie régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux, que j'ai une grosse communauté, que je mette des liens vers mon site web, est-ce que ça a un impact sur le référencement naturel de mon site? Alors, ça a un petit impact en termes de trafic, un petit impact en termes de référencement, parce que les posts Facebook et les tweets sont indexés par Google. Pour autant, c'est vraiment à la marge. Si vous devez vraiment travailler quelque chose, c'est d'abord les contenus de votre site. Et une deuxième chose qu'effectivement on n'a pas abordé aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a une question qui a paru là-dessus, c'est le netlinking. Effectivement, l'idée, c'était d'en faire un webinaire dédié. C'est un vrai sujet à part entière. Voilà. Exactement. J'ai vu que Valentin et Marie-Françoise avaient réagi dessus en disant sur le netlinking, voilà, ça pourrait faire l'objet d'une thématique vraiment dédiée sur le sujet. Évidemment, c'est très important pour votre référencement. Je vais laisser Damien un peu compléter ma réponse, mais plus en gros vous allez avoir de liens qui pointent vers votre site internet, des liens évidemment qui sont qualifiés, parce qu'en fait Google a attribué un score en gros à votre site internet. Donc si je dis n'importe quoi, je vends des chaussures et que j'ai des sites influents dans le domaine qui vont créer du trafic vers mon site web, et ça va justement tilter auprès de Google qui va dire comme il y a de plus en plus de liens qui redirigent vers ce site-là, je vais améliorer son référencement sur ce mot-clé. Et effectivement, le netlinking est toujours, en 2021, très important dans le référencement naturel. C'est même aujourd'hui le levier de développement le plus important, une fois que le travail éditorial a été fait correctement. Voilà. Donc effectivement, il y a toute une stratégie qui peut être développée dessus et qui aurait été compliqué de vous présenter en 10 minutes au milieu du reste de la présentation. Donc effectivement, l'idée, c'est qu'on puisse faire un petit café de Lucien, pourquoi pas, dans quelques mois, spécifiquement sur le sujet, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet à part entière. On avait une question aussi, comment savoir si le mot-clé que l'on recherche est positionné? Alors, j'ai donné un peu l'astuce tout à l'heure. Vous mettez en navigation privée, vous tapez le mot-clé en question, sauf que là, après, c'est un travail de recherche de fourmi. Il faut retrouver votre site dans les différentes pages. Donc, vous passez page 1, page 2, page 3, page 4, jusqu'à ce que vous trouviez votre site. Donc, ça prend un peu de temps. Si vous voulez gagner du temps, vous avez MyPoseo qui vous permet de faire ça. Vous tapez votre mot-clé, vous entrez l'URL de votre site et lui va vous dire à quelle position se trouvent tous ces mots-clés liés à votre site. Voilà. Véronique nous posait aussi la question, est-ce qu'il y a des CMS que tu recommandes qui sont plus performants que d'autres en termes de référencement naturel? WordPress fonctionne très bien. Quand on parle de e-commerce, donc WordPress et WooCommerce, c'est la même entité. Donc WordPress est très performant. Vous avez aussi PrestaShop en e-commerce. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de problématique. Drupal est très performant, enfin il n'y a pas de souci. Je vais plutôt vous dire que les CMS qui le sont un peu moins sont des CMS qui proposent des solutions toutes intégrées, toutes prêtes, avec hébergement, etc. compris, et Google est moins fan de ces solutions-là. Je pense à Wix notamment. Bien que les choses s'améliorent, très clairement, un Wix aujourd'hui par rapport à un Wix il y a 5 ans sera bien mieux référencé. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas trop de contraintes à ce niveau-là, Véronique. Véronique, je viens de voir que c'était toi qui avais posé la question. Il n'y a pas alors, de CMS particulier voilà, qui sont mieux que d'autres. Attention sur les... Je me permets d'ajouter ça sur les WordPress, quand vous utilisez des builders, peut-être que vous connaissez déjà, ça ralentit souvent la construction ou la vitesse de chargement d'un site.
Donc, on peut très bien avoir un site sur WordPress et être très mal référencé aussi. Il y a plein d'optimisations, toutes les bonnes pratiques dont tu as parlé, Damien. Le CMS, évidemment, ne fait pas tout, loin de là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Alors, on avait une question sur quelqu'un qui veut devenir référenceur. Et donc, est-ce qu'il y a des postes de référenceurs dans les entreprises? Alors, dans les grosses entreprises, dans les grands groupes, il y a des personnes vraiment dédiées à faire que du référencement à la journée. Sinon, dans des agences, effectivement, il y a des postes là-dessus. J'ai envie de dire qu'effectivement, en région, si je prends Nantes comme exemple, je ne pense pas qu'il y ait effectivement beaucoup d'entreprises qui intègrent ce type de poste-là, très clairement. C'est plutôt sur Paris. Vous allez trouver des postes intégrés en entreprise, sinon effectivement en agence. Beaucoup d'agences cherchent, notamment les agences digitales comme nous, vont rechercher des personnes qui sont expertes en SEO, et c'est un domaine qui est technique, très spécifique, et qui n'est pas non plus maîtrisé par un grand nombre de personnes. Donc j'ai envie de dire que si vous vous lancez là-dessus, lancez-vous à fond dedans et vous aurez une vraie expertise qui pourra très facilement se vendre auprès de pas mal de monde. Voilà. Screaming Frog, je ne sais plus si tu avais dit, c'est un outil qui est Alors c'est gratuit, effectivement, je ne l'ai pas mentionné. Okay. Effectivement, l'idée, c'était de vous présenter des outils gratuits. Il y a juste une contrainte, c'est que vous êtes limité, c'est un outil de crawl gratuit qui est limité à 500 URL. Et je vois effectivement que Véronique avait aussi cité un autre nom. Voilà, il y a d'autres outils similaires, vous tapez Crawler, donc C-R-A-W-L-E-R. Donc c'est le nom de ce type d'outil-là. Voilà. Top. Il y avait une question aussi d'un utilisateur anonyme sur LinkedIn qui disait, par rapport au duplicate content, si on duplique du contenu sur LinkedIn, est-ce que c'est pénalisé? Là-dessus, j'avais discuté avec TubeDuel sur le sujet, parce que les articles LinkedIn, je ne parle pas des publications classiques, mais les articles LinkedIn sont indexés par Google. Donc oui, il y a du duplicate content. Si vous tenez vraiment à le faire, parce que TubeDuel m'a apporté une réponse là-dessus, publiez d'abord sur votre site internet et attendez 3 semaines avant de rédiger un article. La meilleure façon de fonctionner, c'est vraiment d'éviter ce copier-coller et de réécrire un article dans ces cas-là dans LinkedIn. Donc voilà pour mon tour. Je ne sais pas si tu avais autre chose. C'est l'expert qui a parlé. TubeDuel. Thiotis aussi avait une question. Du coup, si on paraphrase, est-ce que Google le détecte comme du duplicate content, ou c'est vraiment quand c'est exactement le même texte? Non, en fait, effectivement, l'objectif, c'est justement celui-ci, c'est de paraphraser s'il faut. Si vraiment vous avez ce besoin-là de reprendre un texte existant, remaniez-le à votre sauce, changez les phrases, l'ordre des mots, réinterprétez, effectivement, paraphraser, et ça fonctionne. Il y a un pourcentage qu'il ne faut pas, enfin, tu vois ce que je veux dire, de copier-coller ou de... C'est ça, on a un outil, d'ailleurs, j'ai le nom qui m'échappe. Je vais poser la question à TubeDuel, puis Amit, on vous le mettra sur le chat, dans les commentaires, comme ça vous l'aurez. Il y a un outil qui vous permet de détecter ça. Mais oui, paraphraser ira très bien. J'ai envie de dire que l'objectif, en fait, généralement, quand on veut rédiger du contenu, même si on essaie de s'inspirer de ce que font les autres, peut-être inspirez-vous de la structuration, mais le contenu en lui-même, après, il faut vraiment se mettre seul face à sa feuille blanche et essayer de rédiger un nouveau contenu original à partir de là. On a une question sur les balises canonicales. Est-ce qu'elles doivent être renseignées à la racine du site? Oui. Voilà, magnifique. Ok, je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont répondu avant qu'on traite les questions, donc c'est parfait. Valentin, ont un gros problème, créer de redirection. Ok, Valentin, il répond aux questions des internautes directement. Quel coût d'une prestation minimale chez Monsieur Lucien ou chez les Donuts? En dessous de 300 000, on n'intervient pas. Non, moi, je peux répondre à la question. Enfin, c'est un peu compliqué. Ça dépend ce qu'il y a derrière. Nous, grosso modo, sur la création d'un site web, parce que nous, on ne fait pas de référencement, mais si on reste dans l'environnement, on sait que sous 3 000 € pour un site internet, il y a peu de chances qu'on intervienne. Et toi, sur le référencement, est-ce qu'il y a des budgets ou des... Ouais, alors souvent, effectivement, on propose un premier pack, on va dire, d'intervention qui est autour des 2 500–3 000 € de stratégie de référencement, où on fait justement avec vous un échange d'ateliers en physique. Ensuite, on fait études sémantiques. On vous pousse notre stratégie de positionnement, on en débrief ensemble, etc. Et effectivement, avec la rédaction des balises, du conseil, etc. Et c'est à peu près 2 500 €, on va dire. Hein, c'est 3-4 jours de travail, on va dire, et c'est le minimum, effectivement, aujourd'hui.
Il y a une nouvelle question de Véronique. Comment faire si le CMS est intégré à un ERP pour les balises canoniques? Oui, je me doutais que la question allait venir, Véronique. Je pense qu'on parle d'un Odoo, par exemple. Ça, il faut que je pose la question à TubeDual. On est vraiment sur des trucs un peu plus spécifiques. À la limite, on va garder la question de côté. Et puis comme ça, je vais pouvoir revenir vers toi avec la réponse. Super. Top. Et ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. N'hésitez pas, hein, s'il y en a d'autres qui arrivent, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez nous contacter évidemment sur LinkedIn si vous en avez. Moi, j'en profite pour parler de quelques événements à venir, si j'arrive à partager l'écran. Ouais, le premier, j'anime un webinaire avec Finely, ex-Influencia, sur les 10 étapes, pardon, je vais y arriver, pour être efficace sur les réseaux sociaux. Donc, si ça vous intéresse, ça se déroule pas le 26 octobre, mais le 21 octobre à 9h30, donc la semaine prochaine. Donc, vous pouvez aller directement sur la page de Finely et vous inscrire sans problème. Autre actualité, on propose une deuxième session de coaching gratuit sur LinkedIn avec le programme Tous en ligne. Donc, en gros, c'est un accompagnement gratuit sur 3 semaines. Il y a 2 conditions. Il faut avoir 2 ans d'ancienneté minimum par rapport à votre entreprise et avoir un chiffre d'affaires supérieur à 20 000 euros. En gros, vous avez accès à 10 heures d'accompagnement réparties en 3 sessions de formation et un groupe dédié dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Et enfin, la dernière chose dont on parle assez régulièrement, peut-être que certains d'entre vous sont déjà abonnés, c'est le WhatsApp de Monsieur Lucien. Tous les mardis, on envoie 3 actus digitales pour aider les TPE, les PME, les entrepreneurs à mieux communiquer sur Internet, à avoir des bonnes pratiques, à découvrir de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils, de nouvelles tendances. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez enregistrer le numéro de téléphone 01 79 73 41 44 et nous envoyer le mot-clé pizza pour recevoir nos 3 actus digitales. Évidemment, on n'utilise pas votre numéro de téléphone pour quoi que ce soit d'autre. Si vous voulez vous désinscrire, vous envoyez litchi, qu'on n'aime pas les litchis, mais bon, si vous envoyez stop, on aura aussi compris. Merci en tout cas à tous pour votre participation. Désolé pour le petit couac de démarrage. On a eu un bug sur le lancement du live via l'outil que j'utilise. Donc voilà, j'espère corriger ça pour les prochaines fois. J'ai vu que certains avaient eu du mal aussi à trouver où était diffusé le live. Effectivement, c'est sur la page LinkedIn. Donc voilà, faut qu'on retravaille là-dessus. C'était notre deuxième live LinkedIn, donc tout n'est pas encore parfait. On va s'améliorer au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous faire vos retours, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Pour ceux qui se sont inscrits sur notre site web, vous allez recevoir une petite enquête de satisfaction que je mettrai aussi dans les commentaires. Merci Damien d'avoir répondu présent. Merci à tous. Et puis à très bientôt. N'hésitez pas à suivre les actualités de la boîte à donuts ou de Monsieur Lucien sur LinkedIn. Merci à tous.